13h, le journal à la présentation. Adja Fatou Sarr Ibrahima Sadi, bonjour. Bonjour Adja Fatou, bonjour à tous. Tout de suite les titres. À la une de l'actualité à Kolda, le procès d'une trentaine de jeunes poursuivis pour avoir vandalisé la ville lors d'une manifestation non autorisée le 14 mars. Un procès ouvert ce matin sous haute sécurité. Bassirou Kane sera en direct du tribunal régional de Kolda. L'UNACOIS Diapo investit le champ politique. L'Union nationale des commerçants industriels du Sénégal va présenter une liste pour les prochaines législatives. Les mauvais points de la région de Louga dans la lutte contre la malnutrition aiguë. La dernière enquête publiée révèle une prévalence de 16% en 2015, soit le double par rapport à 2014. Et puis que les fumeurs de Matam se le tiennent pour dit, le préfet de la ville va veiller à l'application stricte de la loi anti-tabac et la tolérance zéro sera appliquée. Dans la deuxième partie, nous aurons les sports avec Tandakha Ndiaye, la revue de presse avec Arona Diouf. Tout de suite, le développement. Radio Sénégal, l'info en toute responsabilité. Cap sur Kolda, la capitale du Fouladou. Après les mineurs hier, c'est au tour des majeurs de répondre devant Dame Justice. 31 personnes au total sont devant la barre du tribunal régional de Kolda en flagrance délit. Plusieurs charges pèsent sur elles après les violentes manifestations du 14 mars dernier. En direct dans cette édition, notre correspondant permanent dans la capitale du Fouladou, Bassirou Kane, bonjour. Bonjour Ibrahima Sadi, juste pour préciser qu'il s'agit de 31 personnes qui sont à la barre aujourd'hui, puisque les 7 autres qui sont des mineurs ont été jugés hier. 31 jeunes donc qui sont à la barre et qui ont tous plaidé non coupables. Le procès a démarré aux environs de 10 heures, un fait marquant. C'est lors de la présentation des prévenus, on a noté que rares sont ceux qui sont présentés comme des conducteurs de moto Jakarta, une dizaine environ. Et le reste sont présentés comme des élèves, des commerçants, des maçons, tailleurs ou encore agents de sécurité certains qui reconnaissent avoir un moto Jakarta, mais qui n'est pas utilisé à des fins commerciaux. Alors, à l'interrogatoire, ils sont revenus sur les circonstances de l'arrestation et ils ont encore nié les faits qui leur sont reprochés, à savoir donc les actes de vandalisme. Pour eux, les jeunes, donc, il s'agit donc des manifestations qui ont donc été notées il y a quelques semaines. Parmi eux, il y a un des jeunes, en tout cas, qui lui dit qu'il a été bien sur les lieux, mais il s'est contenté juste de filmer la scène avec prendre également des photos. Un autre qui est présenté comme l'un des cerveaux de la manifestation, lui, dit avoir été là-bas surtout pour calmer les jeunes, mais pas pour jeter des pierres ou faire autre acte de vandalisme. 2 parmi les prévenus ont été arrêtés également pour détention de chanvre indien. Ils ont reconnu les faits. L'interrogatoire qui se poursuit au tribunal en ce moment même. Et on peut dire que donc ce procès se déroule sous haute surveillance avec donc la sécurité qui est assurée à l'intérieur et aux alentours, et les prévenus qui sont défendus par un pool d'avocats parmi lesquels Maître Demba Ciré Bathily, Maître Aliou Sow, Maître Adama Fall, Maître Alassane Diallo et Maître Djibi Diagne. Voilà, merci. En direct de Kolda, Bassirou Kane. Direction Louga, où la lutte contre la malnutrition est loin d'être gagnée. En effet, le taux de malnutrition aiguë a doublé, passant de 8 à 16% entre 2014 et 2015. Le taux de prévalence de la malnutrition chronique, lui, a atteint 23% en 2015. Une situation qui laisse perplexe les acteurs présents à la revue annuelle du programme Ousmane Beng. La situation de la malnutrition dans la région de Louga est peu reluisante si l'on se réfère à l'évolution des taux de prévalence. Par rapport à la malnutrition aiguë, depuis 2011 jusqu'en 2014, on était dans une situation relativement stable, autour de 8%, 9%. Mais en 2015, la dernière enquête a révélé une prévalence de malnutrition aiguë de 16%. Pour ce qui est de la malnutrition chronique également, on était même sur une tendance baissière de 8%. Bizarrement, on se retrouve en 2015 avec 23%. Madame Ndeirokeya Sek, responsable bureau exécutif régional de la cellule de lutte contre la malnutrition, parle de contraintes réelles. Oui, on parle des contraintes dans la mise en œuvre, notamment au niveau des zones de transhumance. On a quelques difficultés pendant certaines périodes. Entre autres déterminants, si vous voulez, l'on a parlé au niveau de certaines zones de problèmes relatifs à tout ce qui est hygiène, assainissement. Cette
Cette revue annuelle a été un intense moment d'échange et de partage sur les différentes interventions. Dans les 8 districts sanitaires de la région, les 2 agences d'exécution que sont l'ONG Plan et ACDEV déploient d'énormes efforts pour renverser la tendance. 297 sites, 1924 villages touchés pour une cible globale estimée à 137 282 enfants âgés de 0 à 59 mois. Seulement, la région n'a absorbé que 190 900 000 sur le budget alloué, chiffré à un peu plus de 300 millions de francs CFA. Ousmane Bang, Louga, Radio Sénégal. Un peu plus au nord, à Matam, le préfet est déterminé à appliquer la loi anti-tabac. Oui, le préfet l'a dit, il va veiller donc à l'application stricte de cette loi dans les lieux publics où il est interdit de fumer. Il a lancé cet avertissement lors d'un atelier d'installation et de formation du comité départemental de lutte contre le tabac à Matam Alpha Seydi. Une séance d'explication et de clarification des dispositions de la loi anti-tabac. La cible, les membres du comité départemental de Matam qui vient d'être mis en place. Le préfet de Matam parle de quelques-unes des missions du comité qu'il préside. Dja. C'est un comité donc extrêmement important dont la mission principale est de tout mettre en œuvre pour que les statistiques en termes de consommation de tabac puissent diminuer au niveau du département de Matam. C'est la raison pour laquelle le comité aura comme tâche de dérouler des activités de sensibilisation sur les aspects néfastes du tabac. L'autorité administrative entend veiller à l'application stricte de certaines dispositions de la loi que l'Assemblée nationale a déjà votées. Dans la réglementation, il est formellement interdit dans les lieux publics, les hôtels, les restaurants, les abords des établissements scolaires ainsi que dans tous les services publics de l'État que les gens puissent fumer. Dans les réceptifs hôteliers ainsi que dans les restaurants, la loi prévoit la possibilité d'aménager un espace pour les fumeurs, c'est ce qu'on appelle les fumoirs. Et pour la vente du tabac au niveau des boutiques, là, il va falloir attendre encore pour l'application de la loi. Une fois que le décret d'application concernant les procédures d'octroi de l'autorisation de commercialiser du tabac sera pris, donc tous les débitants de tabac seront obligés de se conformer à ces dispositions-là. Les membres du comité départemental anti-tabac sont tous d'avis que l'efficacité de la lutte contre le tabac suppose la multiplication des stratégies de sensibilisation. Ils invitent le comité national à les accompagner dans ce sens. Alpha Seydi, Matam, Radio Sénégal. On reste au nord du pays avec les réalisations du plan Sénégal. Oui, des réalisations qui ont fait l'objet d'un atelier dans la capitale du Nord. Plusieurs avancées notées, surtout dans le domaine agricole, des difficultés aussi décelées, selon l'adjoint au gouverneur de la région chargé du développement, Saïd Fall, interrogé par Bator Fall. Si on prend les différents axes, pour le premier axe, ne serait-ce que pour la partie agriculture, il a été noté un important volume d'investissement dans le secteur risicole, pour dire que les objectifs qui sont fixés dans ce sens-là vont avec les investissements qui sont effectivement injectés. Pour le secteur de l'élevage, il y a également beaucoup de réalisations en matière d'infrastructures, mais également en matière de programmes d'insémination, de vaccination. Pour le secteur du tourisme, c'est la même chose. Pour tous les secteurs qui concernent vraiment l'axe 1, nous avons noté, à travers les informations qui ont été livrées par les sectoriels, un certain nombre de performances qui ont été effectivement réalisées au cours de 2016. Il y a également des difficultés qui ont été relevées et nous avons longuement discuté autour de ces difficultés-là et nous avons identifié un peu les causes de ces problèmes qui ont été rencontrés au cours de l'année 2016. De problèmes liés un peu à la situation phytosanitaire avec le phénomène des rats, la présence des oiseaux, des difficultés dans l'approvisionnement de l'engrais, la commercialisation qui constitue également un problème dans ce secteur-là. Mais toujours est-il qu'il y a encore des améliorations à faire. Aux porteurs de pancartes, je veux leur dire ceci. Ils veulent l'indépendance, qu'ils la prennent. Il ne peut donc y avoir aucune hésitation. La politique du Sénégal, clairement définie, s'est fixé 3 objectifs qui sont dans l'ordre où elle veut les atteindre. L'indépendance,
4 avril 1960, 4 avril 2017, le Sénégal indépendant à 57 ans. Radio Sénégal, mémoire des grands moments de notre pays, célèbre l'accession à la souveraineté internationale. Ce 3 avril 2017, programme spécial sur Radio Sénégal International RSI, la chaîne nationale et sur Dakar FM. Le professeur Omar Gueye du département Histoire de l'UCAD, Université Cheikh Anta Diop de Dakar, et l'archiviste Atoumane Ndiaye retracent les faits saillants de l'histoire de notre pays. Au menu aussi, des témoignages d'illustres hommes qui ont écrit les plus belles pages de notre pays. Spéciale fête de l'indépendance, c'est ce 3 avril 2017 sur Radio Sénégal. 13h10, vous suivez les informations sur Radio Sénégal. Politique à présent, l'UNACOIS Diapo ira aux élections législatives. L'Union nationale des commerçants industriels du Sénégal compte présenter une liste d'une coalition qui n'est pas encore connue. L'annonce est du vice-président national lors d'un point de presse ce matin. À l'occasion, elle a appelé les opérateurs économiques à participer massivement à la démarche. Elle va ainsi être représentée dans les instances de prise de décision, nous dit Jamila Esther Sandrine Colli. Présenter une liste aux élections législatives, c'est la décision de l'Union des commerçants et industriels du Sénégal. Une décision prise lors de son comité directeur du 4 mars dernier. L'UNACOIS Diapo, après des tournées de sensibilisation dans le pays pour inciter les populations à s'inscrire sur les listes électorales, dévoile le pourquoi de son engagement. Son vice-président national, Dr Hassan K. Nous, opérateurs économiques, nous puissions être qualitativement et quantitativement représentés à l'Assemblée nationale lors des prochaines législatives. Le Sénégal a besoin de l'économie pour se développer. Nous, notre choix porte sur le fait de pouvoir participer dans les espaces de débat économique. Le secteur informel contribue à hauteur de 60% au PIB national. Donc, on ne peut pas se permettre d'être à l'écart de ces débats sur le plan économique et des prises de décision sur les leviers de croissance économique. Être représenté à l'Assemblée nationale, une confrontation économique et non politique, selon le vice-président national. Par ailleurs, le soutien des Sénégalais est un impératif, d'où l'appel de la coordonnatrice des femmes importatrices, Ramat Cham. Il n'est plus question que l'UNACOIS ne soit pas représenté à l'Assemblée nationale. Commerçants, industriels, cultivateurs, pêcheurs, entre autres, sont membres de l'Union. J'appelle tous les Sénégalais à mettre la main à la pâte pour le développement du pays. L'UNACOIS Diapo, fort de 70 000 membres qui sont dans différents secteurs d'activité. À ce point de presse, le vice-président a précisé qu'une autre rencontre avec la presse est prévue pour présenter la liste et la coalition avec laquelle elle ira aux élections législatives. Jamila Esther Sandrine Colli, le regroupement des chauffeurs de la gare routière de Touba dit non aux modifications apportées sur les amendes forfaitaires. Des changements contenus dans un arrêté ministériel, ces chauffeurs trouvent la contravention trop élevée. Idika, le président au micro d'Abdoulaye Ban. 9 points. Sur les 9 points, je ne suis d'accord qu'avec la contravention sur la surcharge, que les chauffeurs arrêtent cette pratique. Je ne suis pas d'accord, par contre, avec l'amende sur le défaut de boîte de secours fixée à 5 000 francs. Rétroviseur cassé à 5 000 francs non plus. Idem pour le défaut de feu arrière. En clair, je ne suis d'accord ni avec les amendes de 20 000 francs, ni avec celles de 30 000. Pour les vitres teintées sans autorisation, je suis d'accord. Vous savez, avec une voiture à vitres teintées, on peut commettre un délit et s'évanouir facilement dans la nature. On n'a qu'à maintenir la contravention à 6 000 francs, comme ça a été le cas depuis l'indépendance. Nous sommes très fatigués. Je pense que le président n'est pas au courant. S'il l'apprend, j'ai bon espoir qu'il va nous convier à des concertations et il va nous écouter. À l'instant, Idika, président du regroupement des chauffeurs de Touba, propos traduits par Abdoulaye Ben. Également dans l'actualité, ça dit le plaidoyer des populations du Fogny pour le développement de leur terroir. Elles ont exhorté leur élite à transmettre les doléances du terroir au sommet de l'État. Le Fogny a évalué le bilan des 5 ans des réalisations du président Macky Sall
Et c'était au cours d'une rencontre organisée à Xinjiang, Younous Diédhiou. Le FONI exhorte l'État à accélérer la cadence des investissements dans le terroir et pour les populations de la zone. En plus des stigmates de la crise casamançaise, le FONI patauge dans d'innombrables difficultés dont les plus saillantes demeurent l'enclavement, les dures conditions de labeur et l'absence de financement et de perspectives pour les jeunes et les femmes. C'est pourquoi ces populations exigent le bitumage de l'axe Baïla-Xinjiang ou Lampan ainsi que celui reliant Bignona-Xinjiang et la frontière. Les élus du terroir ont plaidé pour la mécanisation de l'agriculture et l'implantation de domaines agricoles communautaires. À l'image de l'adjointe au maire de Djibidjon, les femmes plaident pour l'allègement de leurs conditions de travail et l'attribution de financements conséquents. Seulement pour Ansou Sané, le chef de cabinet du secrétaire d'État en charge de la mutualisation des organisations de producteurs, tous ces problèmes commencent à trouver un début de réponse. Aujourd'hui, si vous allez dans la localité de Baïla, où la route commence, vous constaterez que sur le terrain, l'entreprise est en train de ne ménager aucun effort pour que l'ambition du président de la République de désenclaver le FONI, de désenclaver la Casamance, puisse voir le jour. Ce problème de désenclavement, d'ici un futur très proche, ne sera qu'un vieux souvenir. Dans la mécanisation de l'agriculture, c'est une zone potentiellement agricole. Et nous qui sommes au ministère de l'Agriculture, nous allons octroyer encore beaucoup plus de moyens matériels aux femmes pour qu'elles puissent participer à ce programme d'autosuffisance en riz, qu'elle puisse nourrir Signa. Ansou Sané a exhorté les populations du FONI à l'optimisme et à percevoir l'horizon avec foi. À son avis, le paquet de projets et programmes orientés vers le FONI va radicalement changer la physionomie du terroir et circonscrire une bonne fois pour toutes les difficultés du FONI. Ziguinchor Younous Diédhiou pour Radio Sénégal. Le monde bouge et vous devez le savoir. C'est pourquoi Radio Sénégal vous tient informé des faits, gestes et paroles qui impactent la marche du monde. C'est géo, c'est politique et c'est international. Ainsi s'installe l'actualité internationale. Direction la Pologne, le marché africain intéresse le premier pays producteur de pommes. Et en échange, les producteurs polonais veulent instaurer une collaboration avec les producteurs de mangue sénégalais pour une importation du produit dans le pays. Envoyé spécial à Varsovie, Marianne Senghor. C'est le début du printemps en Pologne, même si jusque-là, le temps varie entre 7 et 15 degrés. On a le soleil dans la journée et on commence à percevoir de toutes petites fleurs et des bourgeons dans les arbustes. Une période très attendue par les grands producteurs de pommes qui commencent déjà à compter les jours. Dans 3 semaines exactement, ils verront les premières feuilles des pommiers. À Dąbrowa Stara, village situé à 60 km de la capitale Varsovie, il y a le plus grand verger de pommes d'Europe qui produit 70 000 tonnes par an. À côté, il y a l'usine qui les traite et les vend un peu partout dans le monde, sauf en Afrique. Tout simplement parce que c'est une destination inconnue. Mais selon le directeur général de l'usine, qui est également l'un des plus grands arboriculteurs de la Pologne, ce problème pourrait se résoudre avec une collaboration nord-sud. Janusz Kawinski. Je pense que c'est tout à fait envisageable parce qu'effectivement les Polonais ne sont pas capables de produire des mangues ici. Donc on pourrait faire du barter, on pourrait vous envoyer des pommes et des mangues pourraient venir par la voie de retour et nous sommes tout à fait ouverts pour lancer une telle collaboration. L'appel est lancé, l'espoir est donc permis pour les producteurs de mangue au Sénégal qui ont des fois des problèmes pour conserver leurs produits, qui ne tentent rien à rien. Surtout avec la pomme qui symbolise le fruit de la tentation. C'est donc le fruit défendu et pourtant, c'est celui que tout le monde se partage. Marianne Senghor, depuis la Pologne pour Radio Sénégal. Merci Marianne Senghor et nous poursuivons l'actualité internationale. Manuel Valls tourne le dos au Parti socialiste et à son candidat Benoît Hamon. L'ex-premier ministre français votera pour le candidat Emmanuel Macron dès le premier tour à l'élection présidentielle. Après le ralliement du ministre de la Défense Jean-Yves Le Drian, c'est un nouveau soutien de poids pour le leader du mouvement En Marche, dont la candidature attire des soutiens aussi bien à gauche qu'à droite. La rupture entre l'Union européenne et la Grande-Bretagne officialisée ce mercredi. Theresa May, la première ministre britannique, a signé ce matin le document qui va déclencher le Brexit. La lettre officielle sera remise aujourd'hui à Bruxelles. Les services de la première ministre ont rendu public des extraits du discours qu'elle compte prononcer devant les députés britanniques en fin de matinée, lorsqu'elle leur annoncera l'activation officielle de la décision. Pour terminer, aux États-Unis, le président Trump détricote le plan climat d'Obama. Le chef de la Maison-Blanche a signé un décret détruisant l'héritage de Barack Obama en matière de lutte contre le changement climatique. Comme il l'avait promis durant la campagne électorale, Donald Trump a allégé la plupart des contraintes du plan énergie propre.
Il faut ajouter à Fatou Sarr que Donald Trump ne croit pas au réchauffement climatique. C'est tout pour la première partie de ce 13h. Un rappel des titres. À Kolda, le procès d'une trentaine de jeunes poursuivis pour avoir vandalisé la ville lors d'une manifestation non autorisée le 14 mars. Un procès ouvert ce matin sous haute sécurité. Vous avez entendu la correspondance de Bassirou Kane du tribunal régional de Kolda. L'UNOCO Adiapo, qui investit le champ politique, l'Union nationale des commerçants industriels du Sénégal, veut présenter une liste lors des prochaines élections législatives. Les mauvais points de la région de Louga dans la lutte contre la malnutrition aiguë. La dernière enquête publiée révèle une prévalence de 16% en 2015, soit le double par rapport à 2014. Et enfin, que les fumeurs de Matam se le tiennent pour dit. Le préfet de la ville va veiller à l'application stricte de la loi anti-tabac et la tolérance zéro sera appliquée. Merci Ibrahima Sadi. Je rappelle que dans la deuxième partie du journal, nous aurons la revue de presse avec Arona Diouf. Tout de suite, les sports. Radio Sénégal, les sports. Tanakha Ndiaye nous a rejoint en studio. Bonjour. Bonjour. Une actualité sportive essentiellement dominée par le football finit depuis hier à Paris du tournoi des U-Nations. Oui, c'est vrai, ça concerne justement les U20 tournois préparatifs pour la Coupe du Monde de la catégorie en Corée du Sud à 2 mois de ce rendez-vous important pour les équipes qualifiées. Le Sénégal termine à la 3e place, laissant derrière le Portugal. L'équipe de Joseph Koto a été battue par l'Angleterre à ce tournoi des 4 nations. La France tenue en échec par le Portugal 2-2 et 2e. Matchs amicaux internationaux. Hier, il y a eu quelques surprises. Oui, on commence par le continent africain d'abord. Les champions d'Afrique camerounais malmenés par la Guinée-Conakry 2-1 grâce à Boubacar Demba Camara au zénith de sa forme. Le Cap-Vert qui domine le Luxembourg 2-0. Les pharaons d'Égypte n'ont laissé aucune chance aux éperviers togolais sans Adebayor 3-0. Le Maroc, sur la plus petite des marges, a battu la Tunisie 1-0. Il y a eu nul blanc entre les Bafana sud-africains et Palancas Negras angolais. Et on remonte vers l'Europe et pas mal de matchs à rebondissement hier. Oui, à l'instar de France-Espagne, assez passionnant, un match gagné par la Roja 2-0, mais l'expérimentation de la vidéo n'a pas été favorable aux Français. Les Bleus qui n'oublieront pas de sitôt cette confrontation, une rencontre également très palpitante, mais aussi une autre rencontre des plus mouvementées, le Portugal qui se fait embarquer par la Suède en dépit du but et du bon match de Ronaldo. Au finish, 3-2 à l'arrivée. La Géorgie qui écrase Lettonie 5-0. La Croatie qui se fait surprendre par Estonie 3-0. 3-0, c'est le score infligé à la Biélorussie par Macédoine. La Bosnie-Herzégovine qui a fait tomber l'Albanie 2-1. L'Italie est allée battre les Pays-Bas 2-1 avec ce palpitant match à Krasnodar. 6 buts au total. Les Diables Rouges belges sont allés tenir en échec la Russie 3-2 à l'issue d'une rencontre très épique. Football sur le continent asiatique et en Amérique du Sud, on a joué hier la suite des éliminatoires de la Coupe du Monde. La première équipe qualifiée au mondial, justement, c'est le Brésil après sa victoire hier sur le Paraguay 3-0 et puis la défaite de l'Argentine 1-2 à Lima, c'est au Pérou. Et bien cette défaite de l'Uruguay a propulsé la Seleção. Et en parlant de l'Argentine, on dira comme un malheur ne vient jamais seul, l'Argentine qui a joué sans Lionel Messi, suspendu 4 matchs, eh bien l'Albiceleste a volé en éclats à la base, battu par l'équipe de la Bolivie 0-2. La Fédération d'Argentine a fait appel à la décision à la suite de cette suspension de la star du football planétaire. L'Équateur est tombé à domicile 0-2 face à la Colombie. Et puis on parle de la zone Asie, la Chine qui tergiverse, battue par l'Iran 1-0. Il faudra désormais aux Chinois gagner tous les 3 matchs restants pour espérer se qualifier à la prochaine Coupe du Monde, une mission délicate. La Syrie qui s'incline 0-1 face à la Corée du Sud, le Qatar battu par l'Ouzbékistan sur le même score, les Émirats Arabes Unis se sont inclinés 0-2 contre l'Australie et puis le Japon qui a étrié l'équipe de Thaïlande 4-0. Retour chez nous, vous avez des programmes pour le week-end à venir? Oui, le calendrier de la 16e journée des Ligues 1 et 2 prévu ce week-end est réaménagé. C'est en raison du tournoi international des
interclub des champions de l'UFOA. L'UFOA, c'est l'Union des fédérations ouest africaines de football. C'est à Dakar, entre la Côte d'Ivoire, le Libéria, le Ghana et le Sénégal, du 31 mars au 2 avril ici à Dakar. Le match AS Douane Gorée se jouera finalement mercredi. C'est donc le 5 avril à 17h à Demba Diop. La Ligue 2. Pas de match samedi et dimanche à Demba Diop. La 16e journée se jouera à Ngor, Tivaouane, Diourbel, Louga, samedi et lundi 3 avril à Alassane Djigo de Pékin et à Demba Diop. Et vous terminez par quelques brèves. Oui, tout à fait. Karim Séga Diouf n'est plus le coach de la ZAC Ndiambour. Il a été remplacé par Malik Diop pour le reste de la saison. Et puis la FIFA qui envisage d'ouvrir une procédure disciplinaire, c'était à la suite de la rencontre de Paris entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire. L'envahissement du terrain par des supporters qui a tronqué ce match arrêté par les arbitres. Alors quels sont ces supporters? La question reste posée. Ou Sénégalais ou Ivoiriens, allez savoir. Quant à vous, Adja Fatou Sarr, eh bien je vous souhaite une bonne fin de journal. Merci beaucoup Tanda Ndiaye. Radio Sénégal, la revue de presse. C'est avec Aaron Diouf. Rebondissement dans l'affaire Bamba Fall avec le parquet général qui se pourvoit après le contrôle judiciaire, écrit le quotidien. Le procureur s'oppose à sa libération. Bamba Fall reste à parquet à Rebeuss, titre mon confrère, alors que la chambre d'accusation leur avait arraché le joyeux rire matinal, écrit l'observateur, en accordant la liberté provisoire assortie d'un contrôle judiciaire à Bamba Fall et compagnie. Le parquet général y a vite mis fin. Une joie du maire Bamba Fall et ses co-détenus qui n'a duré, constate Justin Gomis du quotidien, que quelques heures. Et c'était trop beau, indique l'observateur, pour être vrai. Comme dans un rêve, le réveil, souligne mon confrère, est brutal, trop brutal pour ces inconditionnels qui, depuis l'enquête, lui ont apporté un soutien sans faille. Le parquet donc prise, écrit Walf quotidien, le rêve de Bamba Fall et compagnie, mon confrère, qui revient lui aussi sur ce plaisir qui aura été de courte durée. Bamba Fall et ses co-inculpés après avoir obtenu une liberté provisoire qui retourne en prison. Le temps, rappelle Ibrahim Anne, le temps que la Cour suprême statue sur ce recours du parquet. Bamba Fall, tout ça pour ça, s'exclame Rémi Quotidien dans son billet du jour. Pour cette liberté provisoire, commente mon confrère qui voit le veto du procureur qui est aussi bien juridique mais éminemment politique. Un coup de théâtre, poursuit Rémi Quotidien, qui consolide et confirme la question politique de cette affaire. Et les raisons, toutes les raisons ne sont pas dites. Une main dénonce mon confrère qui est bien derrière et personne ne gagne, personne. Beaucoup donc y ont bien sûr vu une patte politicienne possible, s'exclame le quotidien. Pour autant, tout comme dans l'affaire Khalifa Sall, le plus commode aurait été d'éviter de se faire exiler plutôt que d'avoir à crier a posteriori. Alors, l'avenir du PDS qui est en question dans les journaux. 24 heures après l'exclusion de Farba Senghor et Papa Samba Mboup du pouvoir sans partage 2000-2012 au mal-vivre dans l'opposition 2012-2017. PDS, le déclin, s'exclame à sa une. Sud Quotidien, une exclusion, analyse Walf Quotidien aujourd'hui, qui peut être un mal nécessaire pour le Parti démocratique sénégalais, même si reconnaît Charles Gaïké Diène, ce sont des militants emblématiques. Alors, la conviction de la tribune dans cette affaire, c'est que ceux qui ont exclu Papa Samba Mboup et Farba Senghor l'ont fait en grande partie pour protéger le candidat emprisonné, condamné puis exilé Karim Wade, qui est aujourd'hui sur toutes les lèvres de mes confrères analystes. Alham de Vox Populi, qui reste convaincu que c'est le pensionnaire de Doha qui tire les ficelles en coulisses, comme il a toujours eu à le faire, rappel mon confrère, quand son père était aux affaires. Mais hélas pour Karim, regrette Birima du journal, pour qui si Wade s'est débarrassé de ses ex-frères libéraux, c'est qu'il est certainement excédé par leur prise de position contre son fils. Seulement, c'est ce dernier Karim Wade, déjà fragilisé, qui risque de s'enfoncer davantage, prédit la tribune. Oui, parce que stratégiquement, il est peu recommandable de jeter si facilement des symboles si peu ordinaires, parce que Farba comme Mboup, prévient enfin mon confrère, peuvent faire très mal.
C'était la revue de presse de Aaron Diouf qui met un terme à ce 13h. Merci à l'équipe technique Modou Diop, Marie-Claire Sen, Sedem Labassoumare, réalisation Aaron Diouf, André Noël Tchandoum, présentation Ibrahim Assadi, Adja Fatou Sarr. Merci de l'aimable écoute. Nos programmes se poursuivent sur nos différentes antennes. Excellent après-midi à toutes et à tous.